Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du noyautage des universités françaises et de certaines grandes écoles comme Sciences Po par des théories telles que l'indigénisme, le décolonialisme ou encore l'islamo-gauchisme, bref, de tous ceux qui luttent contre la NNN. Marine cause la peine. Marine souffle la haine. Marine se déchaîne, chaîne. À Sciences Po Paris. Dans la nuit de mardi à mercredi, la façade de l'école a été recouverte de tags anti-FN. Facho hors de nos vies, siège du FN, Facholand, et même la rue Saint-Guillaume a été rebaptisée. Hier à l'Assemblée Générale, nous avons voté l'occupation et le blocus illimité de Tolbiac. Nous exigeons la démission de Macron. Alors comment en est-on arrivé là ? On considère que les étudiants qui font des études à l'université ou dans ces grandes écoles formeront l'élite de demain lorsqu'ils occuperont des postes à responsabilité. Par exemple, beaucoup de journalistes sortent de Sciences Po et c'est la même chose pour les hommes politiques. L'éducation, c'est l'outil de base pour transformer les mentalités, comme on dit, alors lorsque certaines théories s'immiscent et prennent le rang de cours magistraux par exemple, ça devient très inquiétant. En décembre 2017, Sud 93 a organisé un stage non mixte sur, je cite, l'analyse du racisme d'État dans la société et en particulier dans l'éducation nationale. Ce syndicat d'extrême gauche dit lutter pour une transformation sociale contre les dominations sexistes et racistes. Un petit peu d'histoire pour comprendre d'où viennent ces théories dont on entend le verbiage partout depuis environ les années 2000 avec une accélération aux alentours des années 2010. Qu'est-ce que le racisme institutionnel ou racisme systémique ? Cette théorie est apparue aux États-Unis entre les années 1964 et 1967, plus précisément après l'abolition de la ségrégation. Il ne s'agit pas d'un racisme au sens classique du terme, c'est-à-dire le fait de penser que certaines races seraient supérieures à d'autres. Ici, on est plutôt dans une sorte de racisme de classe et en fonction de certains privilèges liés à la couleur de la peau. C'est pour ça que dans cette théorie-là, les privilèges vont de pair avec la blanchité, c'est-à-dire le fait d'avoir une couleur de peau blanche ou du moins associée comme telle. La blanchité, c'est le groupe dominant, c'est-à-dire le groupe social qui impose les normes et ce qui est légitime au sein d'une société. Elle impose ces normes aux minorités, c'est-à-dire ceux qui sont en position de faiblesse et non pas forcément en position de minorité numérique, à savoir les personnes dites racisées ou qui se sentent racisées et donc qui auraient subi par le passé une oppression en raison de leur couleur de peau. Ces personnes seraient encore oppressées par un racisme institutionnel malgré le fait que le contraire serait écrit dans la loi et elles le vivraient au quotidien. Et donc en raison de leur oppression, ces minorités eh bien, tout simplement, réclament le fait de jouir des mêmes privilèges que de la classe dominante. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais on va laisser la parole à un sociologue expert du sujet qui va nous résumer tout ça. France Culture a consacré une émission pour démontrer la réalité du racisme institutionnel avec la participation de plusieurs enseignants de sociologie des universités Paris Diderot ou Paris 8. Les défenseurs de cette théorie établissent une distinction entre la définition classique du racisme, c'est-à-dire prôner la supériorité d'une race sur les autres, et ses pratiques de racisme systémique. Elles seraient inconscientes. Le racisme institutionnel existe de fait en dépit du cadre légal. Il y a des logiques systémiques, structurelles, qui dépassent les intentions et les idéologies, assure à ce sujet le sociologue Éric Fassin, professeur de sciences politiques à l'université Paris 8. D'où cette volonté par exemple de censurer des pans entiers de l'histoire de France ou même de passer sous silence des œuvres artistiques sous prétexte qu'elles seraient porteuses de ce racisme systémique puisque associées à ce passé ou encore qu'elles feraient preuve d'appropriation culturelle, terme qui est également né, théorie qui est née aux États-Unis, cette fois-ci à la fin des années 1980 et si ça vous rappelle quelque chose, c'est la même période durant laquelle est née la déconstruction du genre et les gender theory. Ainsi, le 25 mars 2019, le syndicat étudiant l'UNEF a organisé un blocage pour protester contre la représentation d'une pièce classique, la pièce d'Eschyle Les Suppliantes, sous prétexte que cette pièce contiendrait un blackface. Le metteur en scène a beau avoir finalement choisi des masques cette fois-ci, ces derniers caricaturent de la même manière les personnes racisées, c'est-à-dire qui subissent un processus de racisation du fait des caractéristiques attribuées à leur couleur de peau. Les théories indigénistes ne s'invitent pas seulement dans l'enseignement supérieur, elles sont même adoubées par des institutions officielles telles que l'ONU. Voici un extrait de l'intervention de Rokhaya Diallo. Une grande partie du racisme des sociétés, de nos sociétés, est directement produit par les États, notamment par le biais des violences policières qui touchent aussi bien les étrangers que les nationaux. C'est un racisme d'État que je dénonce comme tel, même si les États le contestent, car il est produit par des institutions et car les États ne mettent pas en œuvre les moyens d'y mettre fin.
Donc au nom de ce racisme d'État, certains groupes, certaines minorités qui se sentent oppressées et qui portent ces théories vont imposer une censure de la liberté d'expression de certaines œuvres, par exemple, sous prétexte qu'il s'agirait d'appropriation culturelle ou de violence, bien particulièrement dirigée à leur égard. Dans l'enseignement supérieur, elles vont jusqu'à exiger parfois la démission de certains professeurs, faisant régner une véritable terreur sur les campus. C'est exactement ce qui se passe aux États-Unis avec ce que l'on appelle les Social Justice Warriors. Mais c'est plus qu'une terreur, c'est aussi un lavage de cerveau. Les professeurs qui manifesteraient publiquement leur désaccord, que ce soit même sur les comptes de réseaux sociaux, sont ensuite harcelés dans la vie réelle et sont poussés à la démission lorsqu'ils ne sont pas tout simplement licenciés par leur hiérarchie. Il faut voir aussi le nombre de laboratoires de recherche, de colloques et de séminaires sur ces sujets tels que la théorie du genre, le décolonialisme, qui se multiplient et forcément donc qui visent en fait à valider dans l'opinion publique ces théories. Ça les officialise et ça les place au rang de thèses universitaires et ensuite forcément, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, on retrouve ces fameuses thèses universitaires vulgarisées dans les médias qui invitent de pseudo-experts et qui nous font passer ça pour les dernières recherches en date, bref, la vérité et les mentalités avancent, etc. Vous connaissez le discours. Or, on voit bien ici qu'il n'y a plus du tout de recherche de la vérité, il n'y a même plus d'existence de la vérité. À la place, il n'y a qu'une pléthore d'opinions et de théories progressistes. Et tous ceux qui n'adhèrent pas à ces théories, qui ne font pas partie de ce groupe, qui ne les valident pas publiquement, qui ne rentrent pas dans cette forme de militantisme idéologique, eh bien se voient tout simplement exclus, leur carrière est entravée, et forcément ils ne font pas partie du réseau ensuite pour trouver un poste et s'insérer. Le récent cas de Stéphane Dorin, exclu d'un laboratoire de recherche pour avoir montré son désaccord, est très loin d'être isolé. La liste serait trop longue. Bientôt, il faudra justifier sur son CV d'avoir suivi des modules de théorie du genre, de décolonialisme ou d'indigénisme ou que sais-je pour montrer son adhésion à la pensée unique. Ah bah non, ça existe déjà. Par exemple, en février 2019, Sciences Po se félicite pour le lancement d'un certificat diplômant d'égalité de genre et d'ordre public, inspiré de l'université de Harvard. L'objectif de ce programme est de permettre aux étudiants d'anticiper les obstacles à la parité homme-femme auxquels ils se heurteront au cours de leur vie professionnelle, de partager leurs expériences et de comprendre comment se forment les inégalités afin de pouvoir agir pour les réduire. Rappelez-vous aussi du tapage qu'une association étudiante de Sciences Po, dite antiraciste, avait fait pour s'opposer à l'invitation de la part d'une autre association de Sciences Po, du philosophe Alain Finkielkraut, qui devait donner une conférence sur modernité, héritage et progrès. L'association Sciences Po en lutte a publié un communiqué sur sa page Facebook déclarant, je cite, s'être mobilisée contre les espaces croissants laissés à l'extrême droite, SIC, discours réactionnaire, raciste et misogyne. Comme nous le dénoncions, Sciences Po est une institution centrale dans la formation des élites d'extrême droite et de leurs complices. Fachos, hors de nos facs, hors de nos vies. Et ils ont raison. Si l'on en juge par la définition officielle de l'extrême droite qui s'apparente à un régime totalitaire, l'extrême droite, c'est eux. Je vous passe sur le Hijab Day, ce type de pratique que les médias d'ailleurs sont friands de relier pour nous montrer leur progressisme de pensée et leur ouverture d'esprit. En novembre 2017, Sciences Po Aix-en-Provence a invité Malika Hamidi pour une conférence intitulée « Un féminisme musulman et pourquoi pas ?» Pourquoi pas? Sauf que Malika Hamidi est responsable pour la Belgique d'European Music Network et que le président de la team n'est autre que Tariq Ramadan. Que dire aussi des blocages chaque année qui ont lieu dans les universités, du moins dans certaines de manière récurrente, qui peuvent durer des mois, et ce pour protester contre diverses réformes du gouvernement. Par exemple, on se rappelle des blocages en 2006 pour le CPE qui avait duré plusieurs mois, ou même tout simplement l'année dernière pour protester contre Parcoursup et la sélection à l'entrée de l'université. On est contre la sélection. D'ailleurs, il y a le code de l'éducation, il me semble. Il y a un article qui dit que l'université est ouverte à tout le monde. Et ça, on veut pas que ça change. Les universités françaises étaient un haut lieu de savoir qui rayonnait dans toute l'Europe. On y étudiait la théologie, la scolastique, la philosophie, le droit, les sciences. Bref, on en garde aujourd'hui d'ailleurs comme héritage les disputes scolastiques, certains écrits, des sommes théologiques, par exemple saint Thomas d'Aquin. Bref, entrer à l'université signifiait quelque chose. C'était à la fois une fierté, c'était un lieu d'érudition magistrale, c'était tout simplement la fabrique d'une véritable élite de génération en génération. La Sorbonne rayonnait dans toute la France. Bref, tout simplement l'université remplissait son rôle. À présent, Sciences Po l'université, ça rime avec nivellement par le bas. Sais-tu combien l'UE verse aux agriculteurs pour que tu puisses mettre un peu d'épinards dans ton beurre?
En plus, avec la baisse drastique du niveau d'enseignement à l'école primaire, on ne peut pas dire que les diplômes qui soient délivrés à l'université, surtout si on abolissait la sélection, enfin la maigre sélection qu'il y a à l'entrée de certaines filières seulement, eh bien, valent quelque chose. En fait, en France, on a vraiment la chance d'avoir une université avec des frais d'inscription qui sont très très bas, quelques centaines d'euros seulement, et ces frais d'inscription sont même gratuits pour les étudiants les plus démunis, les étudiants boursiers, alors qu'aux États-Unis, entrer à l'université, eh bien, oblige les étudiants à s'endetter pendant des dizaines d'années pour des frais d'inscription qui sont absolument colossaux, parfois plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est la même chose maintenant au Royaume-Uni depuis quelques années. Les universités sont payantes et en moyenne, on peut compter 9000 lire l'année. Donc on a vraiment de la chance en France d'avoir une université gratuite et c'est ça qui est désastreux, c'est que les diplômes ne valent plus rien et qu'avec un diplôme universitaire, on a peu de chances aujourd'hui de trouver un emploi, du moins un emploi adapté à, en accord, enfin en correspondance, on va le dire, comme ça, avec la formation que l'on a suivie. Il faut payer pour entrer dans des grandes écoles et payer plus de 5 000, voire 10 000, voire 15 000 euros l'année, ce qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc forcément, la sélection, elle est là et elle se fait non plus sur le mérite, sur les capacités intellectuelles, sur le goût du travail, de l'effort, sur la motivation, mais sur l'argent. Donc en fait, on a des diplômes dévalués à l'université et on a une sélection qui se fait autrement dans de grandes écoles. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, critiquer ces théories, ces idéologies comme je le fais, pourrait me valoir un licenciement si j'étais actuellement en poste en tant que salarié d'une entreprise. C'est extrêmement grave, c'est un véritable règne de la terreur idéologique. Tout ce que l'on apprend à la nouvelle génération aujourd'hui, c'est à détester la France, à mépriser notre histoire, à piétiner notre culture, à avoir honte de nos racines, de notre passé, bref, de ce que nous sommes. Face à tout ça, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, ne fait rien. Certaines personnes affirment que ces théories vont à l'encontre de la République et des valeurs de la République. Or, c'est justement le contraire. C'est le progressisme républicain et ce sont ces valeurs de la République qui ont permis à ces mouvements de progresser et de s'imposer au rang d'idéologie dans la société. Parce que la République exalte les droits de l'homme, c'est-à-dire l'individualisme. Au nom de la liberté individuelle, il y a de moins en moins de liberté véritable. Il faut rappeler que faire société, ce n'est pas se diviser en groupes pour que chacun revendique des droits associés à ses particularismes, mais au contraire faire corps et s'assembler autour de valeurs communes, de valeurs partagées. D'où l'importance de connaître l'histoire de notre pays, de célébrer notre culture et nos racines chrétiennes. Ça n'empêche pas les personnes qui sont athées ou les personnes qui ont préféré d'autres confessions religieuses de vivre librement dans notre pays. Tant qu'elles acceptent et elles respectent cet héritage qui a fait l'existence de ce pays tel qu'il est aujourd'hui. Faire société, c'est placer cet héritage, ce patrimoine en fait, que nos ancêtres nous ont légué et qui ont fait la construction de notre pays, au-dessus de notre petite revendication individualiste, au-dessus de nos petits particularismes qui existent, certes, mais qui n'ont pas besoin d'être portés au rang universel pour exister. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi sur ce point-là et vous pouvez exprimer votre avis en commentaire, je le lirai avec plaisir. Mais en tout cas, je pense que depuis que le catholicisme, qui est à mon sens le système immunitaire de la France, eh bien, a disparu depuis la déchristianisation de la France, on n'a plus rien de transcendant autour duquel se réunir, s'assembler et faire corps. On n'a plus de valeurs communes et partagées qui dépassent justement notre petit ego et donc forcément nos petites revendications individualistes, nos petits particularismes. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Un grand merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent mon travail en mettant un j'aime et particulièrement aux tipeurs qui me permettent de faire ces vidéos de manière libre et indépendante. Merci à tous et à très bientôt.